Bonjour, Julien Fortin de la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou. Et Pierre Bruno de la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou également. Voilà, donc en cette fin de matinée, on va vous proposer un exposé issu de travaux conduits à Torigny sur le croisement, un levier pour produire de la viande adaptée aux enjeux de demain. Voilà, c'est dit de façon un peu affirmative, on pourrait mettre un point d'interrogation. On va plutôt le mettre sous forme d'interrogation au début et puis on conclura à la fin. Donc, ces résultats sont issus de travaux de recherche conduits sur la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou. Alors, c'est une ferme qui est située dans l'ouest de la France, dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Voilà. On y conduit des travaux de recherche autour des fourrages et de la production de viande bovine en agriculture biologique. Et notre système de production, aujourd'hui, c'est 145 hectares, avec un système naisseur-engraisseur, des vaches allaitantes de race Limousin, et le tout organisé en deux périodes de vélage, des vélages dits d'automne, des vélages dits de printemps, dans un système 100% autonome qui se veut très pâturant. Voilà, donc, on n'achète rien à l'extérieur. Donc là, petit constat qui fait suite aux deux exposés qu'on a fait dans la matinée sur la finition des gros bovins. Donc en France, en fait, dans la filière bio, on demande de la viande rouge, donc des bovins qui se rapprochent de l'état adulte et bien fini. En fait, et pour ça, on est tout à fait en mesure de le produire avec des rations autonomes et des itinéraires d'un point de vue technique et économique qui sont vraiment au service de l'éleveur. On a fait des travaux où, sur la voie, en France, on mange beaucoup de femelles, et ben, il y a toujours la question de la valorisation des mâles. Donc, les travaux qu'on a exposés tout à l'heure, on a démontré en fait qu'un bœuf, donc un mâle castré, commercialisé entre 30 et 32 mois, moyennant des modalités de finition assez exigeantes, permet de produire une viande tout à fait de qualité comparable, voire légèrement supérieure à celle de la vache de réforme. Néanmoins, ces modèles finis, issus de notre troupeau limousin, ils ont quelques limites. Ils ont des besoins alimentaires qui sont très élevés, notamment sur la phase de finition. C'est-à-dire, pour finir ces animaux, il faut mobiliser entre 800 et 1 tonne de céréales par bovin. Alors aujourd'hui, avec les enjeux climatiques, les attentes sociétales, on peut s'interroger de l'utilisation de ces céréales et s'il ne faut pas mieux les valoriser pour l'alimentation humaine. Et en considérant que notre bovin, il est équipé en fait pour valoriser des fourrages et principalement de l'herbe. Ça sous forme interrogative. Ce qu'on a démontré aussi, c'est que les derniers kilos sur la phase d'engraissement, ils coûtent de plus en plus cher. Donc voilà, le dernier mois d'engraissement, il coûte très cher. Et ça nous interroge aussi sur le coût de l'expression du potentiel génétique des animaux. On a des animaux avec des gros formats, donc qui ont des gros besoins, des animaux entre 450 et 500 kg de carcasse, qui mobilisent beaucoup d'énergie et qui ne sont pas toujours en adéquation avec les attentes de la filière. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est partir d'un constat et d'essayer de se rapprocher d'une solution. Alors le constat, c'est le contexte aussi. On a une souveraineté, on nous demande en France d'atteindre cette notion de souveraineté alimentaire, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'est quoi la souveraineté alimentaire? C'est d'arriver en fait à poursuivre la valorisation maximale des animaux sur le marché intérieur, en produisant des animaux qu'attend la filière. Donc, c'est des bovins qui produisent de la viande rouge et de la viande finie. En parallèle, il y a des enjeux de réduction de l'empreinte carbone. Donc, pour satisfaire des enjeux environnementaux, voilà, arriver à réduire la compétition food. Et pour ça, en fait, pour réduire cette empreinte carbone, il faut tout faire pour mettre en place des itinéraires techniques qui permettent de maximiser le pâturage. Alors, pour répondre à ces enjeux, des rations 100% autonomes pour engraisser les bovins, on sait faire. Voilà. Le modèle vache et le modèle bœuf, c'est des modèles pertinents d'un point de vue technique et économique. Cependant, ils ont deux contraintes. C'est on a des génétiques plutôt tardives, donc on a des animaux à fort gabarit qui nécessitent des quantités importantes de céréales. Et on a aussi des attentes de la filière qui évoluent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, il mange un peu moins de viande qu'il y a quelques années. Donc la filière bio, elle veut des animaux d'à peu près 400 kg de carcasse. Toujours fini. Alors pourquoi ce 400 kg de carcasse? Parce que ça permet d'avoir des tailles de muscles adaptées à l'acte de consommation, voilà, le morceau de viande dans l'assiette, mais aussi à l'acte d'achat. D'avoir des trop gros morceaux de viande, ça coûte cher à acheter. Donc du coup, il faut arriver à tester, à réduire tout ça. Donc nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut tester un nouveau modèle animal pour lever ces verrous techniques et répondre à ces enjeux plus globaux. Et donc l'hypothèse centrale ici, c'était d'activer un levier génétique à travers la précocité. Et donc la précocité, si on la définit, ça correspond à l'aptitude que possède
un type génétique à réaliser rapidement l'état adulte et plus particulièrement à vite atteindre la composition corporelle de l'état adulte. Donc en fait, là, sur le schéma que vous pouvez voir, on voit le développement des différents tissus au cours de la vie d'un animal et au cours de sa prise de poids. Donc au départ, on voit en vert ici que l'animal il va d'abord déposer de l'os, donc il va grandir en gabarit, et ensuite il va déposer du muscle, c'est la courbe violette, et à la fin, l'animal va déposer du gras. Donc c'est sur cette phase-là où l'animal va être engraissé, où il va être fini. Et donc en France, plus globalement, on a fait des choix de sélection, on a voulu avoir justement des animaux assez développés d'un point de vue conformation et développement musculaire. Donc, on a plutôt fait des choix. On a voulu retarder ce dépôt de gras. Et ici, on aimerait justement tester un peu l'inverse et revenir sur de la précocité. Donc, notamment, cette précocité dans le dépôt de gras, elle permettrait d'essayer de réduire l'âge à l'abattage de ces animaux pour avoir justement des carcasses aussi plus légères et réduire l'utilisation de ressources pour cet engraissement en maximisant le pâturage sur la vie de l'animal et aussi en répondant à de la demande en termes de qualité de viande produite pour le marché intérieur. Et donc justement, ici, on a voulu mettre en place un croisement de manière réfléchie et structurée pour répondre à cet enjeu de précocité. Et c'est pour ces raisons qu'on s'est intéressé à, au croisement avec de la race Angus, parce que c'est une race pour laquelle on avait des garanties sur cette notion de précocité dans la rapidité à atteindre l'état adulte. Et donc ce croisement, on l'a mis en place en croisement terminal, donc sur les génisses de l'exploitation, donc sur des génisses 100% limousine, avec une mise à la reproduction qui se fait à 15 mois, donc dans l'optique d'un village à 2 ans. Alors, pourquoi le faire uniquement sur Génis limousine? Là, vous avez un schéma de fonctionnement du troupeau. Donc, les vaches de taurinier qui sont mises à la reproduction avec un taureau limousin, qui produisent des mâles, qui vont être élevés en bœufs et commercialisés, et des femelles. Ces femelles vont venir réalimenter du coup le renouvellement du troupeau et vont devenir génies. Génies qu'on va mettre à la reproduction avec un taureau Angus et qui va nous produire des animaux croisés qui vont quitter le système, enfin, qui vont être engraissés et quitter le système. Ce qui fait qu'en fait, notre renouvellement sur le troupeau, malgré ce croisement, on ne met pas du tout en cause la race pure, mais on le fait uniquement avec les génisses issus des multipares. Les génisses issus des génisses, en fait, étant des animaux croisés, donc du coup, elles quittent le système. Donc, on est toujours sur un troupeau souche 100% limousin. D'accord. L'autre point qu'on voulait vous présenter, en fait, c'est on met un taureau de race Angus pour, certes, gagner en précocité, mais aussi sécuriser le premier vélage. Donc, pour sécuriser le premier vélage, on veut un taureau Angus qui nous amène des garanties sur les capacités de vélage. Donc, ça, c'est quelque chose qui est indexé. En fait, il y a une valeur génétique sur ces taureaux-là qu'on peut retrouver. Et pour aller chercher de la précocité, on va chercher d'autres critères qu'on a dans la race Angus. C'est la capacité d'avoir des bovins avec des poids à maturité élevés et des tailles à maturité élevées. Donc, tous, c'est les critères de sélection qu'on va regarder. Et enfin, l'autre critère de sélection qu'on va regarder dans la race Angus, c'est la capacité de ces bovins à produire une viande persillée, donc une viande grasse. Voilà. Donc, ce qui fait que dans nos choix d'accouplement, on s'affranchit complètement de critères plus maternels, voilà, type la production laitière ou type des qualités d'aplomb, tout ça, parce que nous, on ne veut pas faire de renouvellement à partir de ce modèle génétique. Et donc ces animaux, donc ces veaux croisés qui naissent de ce montage entre une génisse limousine et un taureau Angus, et ben en fait, ils vont naître sur 2 saisons, donc sur l'automne et sur le printemps. Donc ça va correspondre à peu près une dizaine d'animaux croisés par période et par an. Et donc les mâles vont être castrés au sevrage et donc être conduits en bœuf, et les femelles vont être engraissées, donc conduites en génisse de viande, avec des conduites qui sont très similaires. Euh, Nuance, ces conduites vont varier suivant la période de naissance. Donc les nés au printemps, eux, ils vont être finis. Donc 2 ans après, 2 ans après leur naissance, ils vont être conduits au pâturage. Sur la phase printanière, ils vont être complémentés au pâturage sur 3 mois. Alors que les nés à l'automne, eux, vont être finis en bâtiment à l'auge avec une ration à dominante en rubanage. Et donc justement, ici, on va vous présenter les premiers résultats sur ces conduites, des résultats sur la phase d'engraissement et également sur la qualité de la viande et une première approche technico-économique de la pertinence ou non de ce croisement. Et donc justement, sur l'itinéraire technique des animaux qui sont nés au printemps,
Donc ici, on a le détail de la consommation alimentaire de ces animaux. Donc on a également en noir la courbe de prise de poids de ces animaux. Donc à leur naissance, donc sur mars, avril, donc c'est des animaux qui vont être conduits au pâturage avec leur mère, donc qui vont être sevrés juste avant l'hiver, donc fin novembre, début décembre, pour un poids moyen de 264 kg. Après, voilà, une croissance satisfaisante sous la mer. Pour leur premier hiver, ces animaux-là, ils vont être conduits en plein air, donc ils vont être maintenus au pâturage, avec un pâturage hivernal, donc une ressource qui est assez qualitative, hein, une herbe qui est assez riche en azote, et avec un peu de foin à disposition. Après ce premier hiver, ces animaux ils vont être maintenus au pâturage, donc au printemps, de manière à voilà, avoir une bonne valorisation de la ressource de manière économe. Quand vient l'été, ces animaux-là ils vont être affouragés avec un peu de foin et conduits en bag grazing. Et sur l'automne suivant, ils vont être également maintenus au pâturage, notamment grâce au colza pâturé qu'on implante après la moisson de nos céréales. Et pour le second hiver, alors, ici, ils vont être conduits en ball grazing. Alors, le ball grazing, ça consiste à fourrager les animaux au champ avec des bottes de foin et à les faire consommer directement ce foin sur le champ dans lequel il a été produit. Et donc voilà, donc, après ce second hiver, ces animaux-là vont être engraissés donc, au pâturage. Donc ici, sur ces animaux nés au printemps, le principal point, ça va être qu'ils vont être conduits en 100% plein air de la naissance à l'abattage et que que le pâturage va représenter près de 77% de ce qu'ils vont consommer. Donc on est quand même sur une ration très riche en herbes. Les concentrés, engraissement compris, vont représenter que 160 kg bruts. Donc un itinéraire technique très, voire ultra économe au regard des conditions qu'on peut avoir, notamment dans le contexte de tourisme. Pour ceux nés à l'automne, c'est un peu différent. Eux, ils naissent en septembre-octobre. Donc, ils sont conduits en fait en bâtiment sur le premier hiver. Ils sont avec leur mère qui sont à la reproduction en bâtiment. Et sur cette phase de bâtiment, ils bénéficient d'un point de vue alimentaire du lait et d'un complément, un petit mélange fermier, triticale, pois, févrole, pour complémenter les veaux. Ils ont une mise à l'herbe qui est très précoce pour un sevrage tardif, un sevrage à plus de 300 kg. Donc, mise à l'herbe début mars pour un sevrage début juin. Voilà. Et là, ils retournent au pâturage avec leur mère et ils ne sont pas fourragés. Au moment du sevrage, on les conduit avec de l'herbe pâturée et un peu de foin et ils rejoignent rapidement les animaux que Pierre vous a présentés tout à l'heure pour aller pâturer des couverts de colza. Voilà. Couverts de colza qui vont nous conduire jusqu'à l'hiver. Et là, pareil, eux aussi, ils vont être conduits en pâturage hivernal. Après, du coup, ce deuxième hiver arrive la phase de printemps, d'accord? Donc là, une ration 100% herbe, 100% pâturage. Et enfin, à l'aube de la sécheresse estivale, en fait, au mois de juin, début juillet, du coup, vu que l'herbe ne pousse plus, on commence le régime d'engraissement à base d'enrubanage de qualité, plus de la céréale qui est apportée pour compléter la ration. Ce qui fait qu'on a des animaux, en fait, qui vont être conduits pour être abattus autour de 24 mois. Alors, à l'inverse de cet itinéraire que Pierre vous a présenté, cette fois-ci, la part de pâturage est légèrement moins importante, 61%, d'accord, qui s'explique principalement par cette phase sous la mer en bâtiment, dans le cas des vélages d'automne, et les 80 jours de finition qu'il y a à la fin. Et sinon, on arrive quand même à maintenir, grâce à du pâturage hivernal, en fait, les animaux dehors, de manière à réduire le coût de production de cette phase d'élevage. Autre point, c'est la consommation concentrée. Là, voilà, on a fait le challenge d'arriver à finir ces animaux avant 24 mois. Donc, c'est un essai, on va voir si ça marche derrière. Et pour réduire du coup de 3 mois la durée des animaux, il a fallu un moment densifier les rations. Donc, du coup, on a dû rajouter en fait plus de céréales par rapport à l'itinéraire de semis au printemps, notamment au début et à la fin de la vie des animaux. Maintenant, si on regarde plus en détail la phase de finition des animaux nés au printemps, on est sur une phase de finition au pâturage, où l'herbe représente environ 10,5 kg de matière sèche ingérée par animal, et où la complémentation représente un petit 2 kg par jour pour ces animaux. Donc ici, un des points importants, c'est la faible part en concentré de la ration, on est à 15%. Un autre élément important aussi, ça va être la densité énergétique qui va être proposée à ces animaux. C'est vraiment un élément important, on l'a vu tout à l'heure. On est à 0,96 UFV par kilo de matière sèche ingérée. Donc une densité énergique qui est largement suffisante. Voilà. L'autre élément, c'est que ici, on s'était fixé une durée d'engraissement assez courte, avec notamment voilà,
un abattage des animaux autour de 84 jours. Et donc, ce qui a été assez bluffant ici, finalement, c'est le niveau de croissance qui a été réalisé par ces animaux. Donc, on est proche des 1500 grammes de GMQ par jour. Euh, donc, ça, donc, c'est des très bonnes performances, au-delà de ce que l'on pouvait espérer. En revanche, ça s'explique aussi parce que bah, sur la phase, juste avant cette phase d'engraissement, ces animaux-là, ils étaient conduits en ball grazing, donc sur l'hiver, donc avec un foin qui était relativement modeste et avec des croissances aussi modestes. Donc on peut avoir une forme de compensation au pâturage sur cette phase-là, donc qui explique aussi ces 1500 grammes. Là, l'autre élément très important, c'est l'efficience alimentaire, donc c'est par unité d'énergie apportée à ces animaux, quelle quantité de viande ils vont être en capacité de produire. Et ici, on voit que l'efficience alimentaire est justement très bonne. Ça, c'est les données au printemps. Et maintenant, les animaux nés à l'automne. Donc, on va regarder dans un premier temps cette colonne. Donc là, la part d'enrubanage, elle se rapproche des 9 kg en moyenne, avec 2,7 kg d'un complément d'un mélange triticale poil. Donc, vous voyez, c'est un niveau d'ingestion qui est assez important en fourrage. Et en fait, ce qu'on a observé sur ces animaux, par rapport au modèle limousin qu'on connaît très bien, c'est que par kilo de poids vif, nos animaux croisés ingèrent 17% ont une capacité d'ingestion augmentée de 17%. Ça veut dire qu'à la base, ils sont mieux équipés pour aller valoriser du fourrage, parce qu'ils peuvent ingérer du coup une même densité énergétique, mais avec une part de fourrage plus importante du fait de cette capacité d'ingestion supplémentaire. Donc ça, c'est un réel atout. On est sur une ration avec une part de concentré légèrement supérieure à celle de tout à l'heure, on est passé de 15 à 17%. On a des densités énergétiques qui sont à 0,81, donc tout à fait compatible avec des régimes d'engraissement. Alors c'est sûr, hein, ça ne vaut pas de l'herbe au pâturage avec des céréales. Là, on engraisse sur une période où l'herbe ne pousse pas, donc on fait un choix. On a beau apporter le meilleur enrubanage, quand même, on arrive à avoir des bonnes densités énergétiques. Là, comme précédemment, on a fixé la durée. En fait, on s'est dit qu'il faut les abattre à 24 mois. Donc, bon, bah, c'était mathématique, 83 jours. Et les croissances étaient de l'ordre de 1110 grammes par jour, avec une bonne efficience alimentaire de 121 grammes de croissance par UF ingéré. Donc, ça, c'est des premiers constats qui sont assez favorables, quoi. Si on compare ça, alors on n'est pas toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est à titre indicatif. Avec notre modèle de bœuf limousin, aussi né à l'automne, et qu'on avait plutôt à 31-32 mois. Et ben on voit qu'en fait, les durées d'engraissement, bien sûr, on va du simple au double. Après, on n'est pas sur le même niveau de carcasse, hein, c'est évident. En termes de performance, c'est surtout ça qui est important, c'est qu'on a les mêmes niveaux de performance, malgré des rations beaucoup plus chargées en céréales, en fait. Donc, notre modèle croisé, il se différencie bien par cette capacité d'ingestion supplémentaire et donc une meilleure valorisation de la ressource fourragère. Autre point qu'on voit, c'est les courbes. Là, vous avez les génisses et les bœufs croisés avec l'évolution du GMQ en fonction de la période d'engraissement, les 20 premiers jours, du 20e au 40e, du 40e au 60e, etc. Et on voit qu'avec notre modèle croisé, on a une cloche qui s'estompe très rapidement. C'est-à-dire que l'animal, hop, là, il est fini. En gros, voilà, c'est une courbe en cloche. Et avec notre modèle limousin, bœuf, eh ben, on n'a pas une cloche, on a quelque chose qui décroît, mais beaucoup plus lentement. Et ben ça, c'est une vraie illustration du phénomène de précocité. Là, on a des bovins en fait, qui en 80 jours sont capables d'atteindre l'état adulte et donc du coup de faire du gras à partir du moment où ça descend, c'est que la part de gras qui est faite est beaucoup plus importante. Par rapport à un modèle limousin qui, concrètement, on voit sur la courbe, est beaucoup plus tardif. Maintenant, si on regarde les performances à l'abattage de ces animaux croisés, donc, voilà, on a vu de très bonnes performances d'engraissement sur une durée d'engraissement qui est courte. En termes de poids de carcasse, voilà, on est sur un petit 350 kg de carcasse avec une assez faible variabilité entre les périodes d'engraissement et sur les modalités d'engraissement. Alors, on a assez peu d'écart entre les nés de printemps et les nés d'automne, et également, on a assez peu d'écart entre les femelles et les mâles. Donc ça peut être un très bon argument d'un point de vue filière d'avoir des animaux qui soient assez homogènes sur ce critère-là. Autre point, la durée d'engraissement, elle a été aussi conditionnée par le note d'état corporel de l'animal, donc on mesure par palpation en ferme. Et cet indicateur-là aussi, il correspond bien à ce qui a été mesuré ensuite en abattoir, avec la note d'état d'engraissement, donc qui a été mesurée à 3. En termes de rendement en carcasse, donc c'est des animaux qui sont là, qui sortent, qui sont assez, qui sont voilà, conformés, qui sortent en R égal, donc qui sont avec un rendement autour de 52%. 52%. Donc des carcasses homogènes, très intéressant pour la filière. Ensuite, on a voulu regarder la qualité organoleptique. Est-ce que cette viande, elle est bonne? Donc pour ça, on s'est rapproché d'Institut d'élevage, qui possède en fait un laboratoire avec un jury d'experts qui est capable de discriminer la qualité organoleptique de la viande
Donc, savoir dire si tel morceau est mieux sur certains aspects que le même morceau issu d'un autre animal. Pour ça, on s'est aussi posé la question de à quoi on compare nos animaux croisés, la viande issue de nos génisses croisés, issue de nos bœufs croisés. Donc là, on s'est rapproché des gens de la filière, des gens du Nébio, on leur a dit, ben voilà, nous, potentiellement, on a ce type de morceau, comment vous allez le positionner, vous, dans votre schéma de commercialisation? Ils nous ont dit, ben nous, ça serait intéressant, du coup, de le comparer à ce qu'on va appeler un témoin filière, et leur témoin filière, ça va être l'animal qui commercialise le plus. Donc, eux, ce qu'ils commercialisent le plus, c'est de la jeune vache de réforme charolaise. Donc, on a comparé nos animaux croisés à des jeunes vaches de réforme charolaise. On a regardé le persillé, le marbré et la couleur. Alors, la couleur, ça parle à tout le monde. Le persillé, c'est le gras intramusculaire et le marbré, c'est le gras intermusculaire. Donc voilà deux indicateurs qui témoignent aussi du niveau de finition des bovins, mais aussi qui jouent sur la qualité de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on voit en termes de persillé? C'est que nos jeunes animaux croisés sortent significativement plus persillés que des jeunes vaches de réforme charolaise. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt favorable, parce que c'est vraiment corrélé à la qualité de la viande. Au niveau du marbré, il y a juste une population qui se différencie, c'est les femelles croisées. Les femelles ont toujours tendance à être plus grasses que les mâles. Donc ça, c'est quelque chose de logique, qu'entre nos deux sous-populations croisées, on voit une différence. Ce qui est intéressant de noter, c'est que notre témoin charolais sort autant marbré que le mâle croisé. Et alors là, la grosse surprise de l'étude, ça a été sur la couleur. Là, on est sur des animaux qui ont entre 24 et 27 mois. D'accord? Et là, on est sur des animaux qui ont 5 ans. Et ben, on a le même niveau de couleur. Alors qu'on sait très bien que la couleur, elle est corrélée à l'âge de l'animal. Plus l'animal a un âge élevé, plus sa couleur est prononcée. En France, on aime la viande rouge. Et ben là, en l'occurrence, on a démontré qu'avec des animaux de 22 et 27 mois, moyennant ce montage génétique, et on avait une viande de la même couleur que des animaux adultes. Sur des aspects chimiques, on n'a pas vu de différence significative. Et enfin, sur tout ce qui va être la qualité organoleptique, la jutosité, la flaveur, la persistance aromatique, la couleur, l'odeur et la tendreté, et ben, nos morceaux de viande se sont différenciés sur un seul critère, qui est la tendreté. Les animaux croisés sortent significativement plus tendres que le témoin charolais. Voilà. Alors, donc du coup, le croisement Angus-Limousin, oui, c'est une viande de qualité, il n'y a pas de problème, c'est pas du tout moins bon que le reste. Et elle a l'avantage de se démarquer sur deux critères plutôt importants. Le premier qui est la tendreté, qui est vraiment le critère de satisfaction du consommateur français. Voilà, une bonne viande, c'est une viande tendre. Donc voilà. Et puis un critère qui aura peut-être plus de place demain, c'est le persillé. Donc la quantité de gras intramusculaire qui participe aussi à l'intendreté et au goût de la viande. Donc là, c'est intéressant d'avoir une base peut-être plus persillée. Autre élément qui est intéressant, c'est que malgré ces différences d'âge notables, le modèle croisé, quand même, sort plus avantageux qu'un modèle qui a déjà l'état adulte. Et enfin, pour conclure, chose très intéressante toujours pour la filière, c'est qu'on a peu d'effets sexes en fait, sur cette qualité organoleptique. Donc du coup, un bœuf ou une génisse peut avoir la même destination. Donc ça, pour organiser les choses, c'est beaucoup plus simple. Donc à l'échelle de l'animal, on est sur des résultats qui sont très positifs. Donc voyons maintenant l'échelle système. Donc pour appréhender d'un point de vue technique et économique l'impact à l'échelle du système, donc on est parti d'une situation initiale, voilà, un système de 75 villages, système naisseur, 125 hectares de SAU. Voilà. Dans l'hypothèse, on récupère 16 hectares en plus de surface et qu'on développe l'engraissement, il est plus important de travailler sur une valorisation de ces animaux croisés ou bien avec ces 16 hectares, d'aller valoriser par l'engraissement 13 bœufs limousins. Et donc ici, ces 16 hectares, on a projeté l'assolement nécessaire à assurer l'engraissement de ces animaux. Et donc pour produire les vins croisés, on a besoin d'un peu plus de surface, on a besoin d'un peu moins de surface stockée qu'il serait nécessaire pour engraisser les 13 bœufs limousins. On a également besoin d'un peu plus de céréales. Et donc ça se traduit par un niveau de stock différent par UGB, donc un peu moins pour les croisés, un peu plus pour les limousins, par une part de pâturage qui va être aussi plus importante, et également par un niveau de concentré plus faible pour les croisés. Également, on a quantifié le temps de présence en bâtiment de ces différents animaux. Et donc, en fait, sur les scénarios croisés, on a une seule période où l'engraissement se fait en bâtiment. Donc, voilà, on multiplie des jours par des effectifs d'animaux en bâtiment. Donc, on obtient 900 jours pour les croisés et plus de 2550 pour les limousins, avec une période d'engraissement qui est assez longue et qui est nécessaire pour les nés de printemps et les nés d'automne.
Alors, on a mis des euros sur tout ça. On a mis les euros avec les cours du mois de juin 2025, pour être précis. Donc, on a quantifié les produits. Donc, les produits qu'on peut avoir dans chaque système sont liés à la vente des animaux, mais aussi aux aides. Si on a plus d'animaux, les aides étant corrélées au nombre du GB maintenant, du coup, on a intégré ce différentiel lié aux aides. Avec le système croisé, on va chercher sur nos 16 hectares supplémentaires, on va chercher 15 878 euros de produits. Avec le modèle bœuf limousin, on va chercher 17 616 euros. Donc plus de produits avec le modèle limousin. Sur la partie charge, alors sur la partie charge, il y a deux choses importantes avant de regarder les résultats. Nous n'avons pas intégré deux choses. Premièrement, l'effort de capitalisation. Pas si évident que ça à quantifier, sachant que le modèle bœuf limousin, vu qu'on abat les animaux plus tard, il y a un effort de capitalisation qui est plus long à faire. D'accord? Donc là, on va commencer les animaux à 31, 32 mois. Là, on va être entre 24 et 27 mois. Et l'autre point que nous n'avons pas quantifié en euros, c'est les besoins en bâtiment. Voilà, qu'on n'a pas quantifié. Là, on a démontré on a des itinéraires, enfin pour ceux nés au printemps, 100% plein air, pour ceux nés à l'automne, mais juste à phase de finition, on a besoin de bâtiments pendant 80 jours. Là, on a besoin de bâtiments pendant 6 mois pour finir les bovins sur la fin. Alors, en termes de charge, qu'est-ce qui se produit? Bon, on va quantifier, on pourra revenir avec les questions si vous voulez qu'on voit les détails. Là, on a un niveau de charge de 7 500 euros et là, on est à 11 300 euros. Ce qui fait qu'on a une marge qui est significativement à l'avantage du système croisé. Marge nette, mais aussi marge exprimée par hectare de l'ordre de plus de 20%. Voilà. Alors, quand on regarde aussi d'autres indicateurs, il y a un indicateur qu'on aime bien regarder, c'est la production de viande vive. Et bien en fait, ça c'est un peu comme quoi c'est toujours intéressant de poser tous ces chiffres. C'est que ce modèle croisé, en fait, ben, il produit plus de viande que le modèle limousin. On a beau avoir des plus petits animaux, mais vu que ça va plus vite et qu'il y en a plus, et ben on produit plus de viande en net et par hectare. Et enfin, ce qu'on a regardé, toujours dans une logique de réduction de notre empreinte carbone, c'était les consommations de fuel par hectare. Et bien avec le modèle croisé, vu qu'on a un système qui est beaucoup plus pâturant, on consomme 2 fois moins de fuel, le tout rapporté par hectare ou par 100 kg de viande vive produite. Alors en conclusion, mais aussi en perspective, qu'est-ce qu'on peut dire? L'hypothèse de précocité, elle se vérifie. L'angus ramène vraiment de la précocité, donc la capacité à atteindre un état adulte plus rapidement ou à déposer du gras plus facilement. Ça, c'est vérifié. Ce modèle animal, il est relativement robuste. On lui a fait passer des hivers dehors, ça s'est très bien passé. Du back grazing hivernal, du back grazing estival, tout s'est bien passé. Donc dans des conditions de plein air, il s'est très bien comporté. Il est tout à fait compatible avec des itinéraires techniques écono qui laissent une large place au pâturage. Clairement, hein, ça marche parce que ça pâture. Ça pâture bien, moyennant une organisation du pâturage raisonnée. Hein. C'est pas on met les bovins et on vient 2 mois après. C'est vraiment, il y a des techniques de pâturage là qu'on a passées, mais voilà, il faut donner de l'importance au pâturage. On produit une viande de qualité, avec voilà, la bonne surprise sur la couleur au regard de l'âge des animaux. Et quelque chose aussi d'autant plus intéressant pour la filière bio, ça va être sur le format. On est sur des animaux de 350 kg carcasse, donc au niveau des piécés, on est gagnant-gagnant en termes de commercialisation. On a une approche économique, on l'a vu, qui est plutôt favorable, et un intérêt certain de la filière. Donc aujourd'hui, la filière Unebio est présente dans la salle. Ils pourront répondre à vos questions. Ils présenteront aussi quelques éléments de la continuité qu'ils peuvent donner à ce type de résultats scientifiques qui arrivent. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a un format, une aptitude génétique compatible avec des pratiques d'élevage vertueuses, favorables aux éleveurs et en adéquation avec les attentes sociétales. Voilà. On vous remercie pour votre attention. On a la chance d'avoir plusieurs personnes du Nebio qui sont là, donc des gens de la filière qui s'occupent de la commercialisation des animaux, à qui on va laisser la parole pour qu'ils vous expliquent comment ils ont intégré ces résultats, comment ils les ont pris et les perspectives qu'ils peuvent avoir au regard de tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser vous présenter. Donc, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ah, c'est bon. Donc, je suis Aurélie Moget, je suis en charge des relations filières au sein d'Unebio. Donc, Unebio, c'est un collectif d'environ 2000 éleveurs, 100% bio, donc sur bœuf, veau, agneau, porc et volaille, 5 filières, 5 espèces. Et donc, on est répartis sur l'ensemble du territoire français. Donc, on a la chance d'avoir des éleveurs aujourd'hui présents dans la salle, je les remercie. Ils viennent de différentes régions. Et donc, Unebio a été créé juste en 2 mots, je vous explique à peu près il y a plus de 20 ans.
Donc les éleveurs bio se sont groupés pour fournir en quantité et en qualité 52 semaines sur 52 semaines des marchés. Et le but du bio, c'était de valoriser l'ensemble de la carcasse en bio, donc chaque morceau, parce que donc, dans une vache, il y a des morceaux qui vont servir à faire des grillades, des morceaux qui vont servir à l'époque à faire du bourguignon, maintenant c'est caché avec les amants. Et donc, il fallait trouver une solution de valorisation. Donc, on a développé différents marchés. Donc, le gros marché historique, on a démarré il y a plus de 30 ans avec Auchan. Donc, c'était en 95. Et juste pour vous donner un peu d'indication, aujourd'hui, on travaille avec différents circuits. Et la GMS, il y a 4 ans, représentait à peu près 70% de nos débouchés. Et aujourd'hui, on est à moins de 50%. Il y a eu une crise sur le bio, ils ont bien référencé, mais nous, ça nous a permis aussi de diversifier. Donc, on vend aussi de la viande en boucherie traditionnelle, en magasin spécialisé bio, qui progresse pas mal, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'était au début, il n'y avait pas forcément trop de viande dans ces magasins, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus, donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et également, tout ce qui est la restauration collective, donc les cantines, je ne sais pas si vous mangez de la viande bio dans votre cantine. En tout cas, mais voilà, c'est des choses aussi qui se développent. Donc, l'idée, voilà, c'est de diversifier pour trouver pour chaque animal une valorisation pour après ramener de la valeur ajoutée sur la ferme. C'est ça qui nous anime au quotidien. Donc, nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as dit, Julien, le marché de la viande, c'est donc au niveau global, c'est à peu près 60% de produits élaborés, donc de la viande pour hacher. Et en viande bio, c'est encore plus fort, c'est environ 70%. Donc, nous, face à ça, on a dans nos, on va dire, 1800 éleveurs de gros bovins, plus de 65% sont des éleveurs allaitants, sont voilà, des animaux de race souvent pure, dans les croisements qui démarrent. Mais en tout cas, donc avec voilà, des rémunérations, en tout cas un prix d'achat de l'animal qui était quand même assez conséquent pour le valoriser en steak caché. Donc on a mis en place pas mal de choses. Donc on a diversifié nos marchés, on a même investi, les éleveurs ont investi dans un réseau de boucherie, on a 35 points de vente en propre et développé cette partie-là, donc pour valoriser, on va dire, ces carcasses et ces animaux allaitants. Mais il fallait trouver aussi d'autres sources. Donc on a pas mal voilà, échangé, en tout cas, les travaux qui sont menés par Torigny, notamment sur le développement de la voie mâle aussi. Donc, ça, c'est la conférence d'avant, mais sur le bœuf, ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'en bio, les éleveurs, ils ont envie que tous leurs animaux ils soient valorisés en bio. Ils n'ont pas envie que les broutards ils partent à l'export. Donc, ça, c'est un vrai sujet qu'on mène depuis longtemps. Donc, on a des contrats qui sont en place depuis des années. Et sur les croisements, c'est des choses voilà, sur lesquelles on s'est intéressé, notamment en échangeant avec la ferme de Tournier. Et on a des éleveurs qui ont voilà, franchi le cap. Il y en a plusieurs dans la salle. Donc, je vais passer la parole à Sébastien qui va lui expliquer voilà, son système, un peu voilà, ce qu'il faut pour certains. Et nous, en fait, la produit de Médio, c'est que chaque élevage, chaque éleveur voilà, a son système, a son histoire, sa race, ce qui s'est passé sur la ferme auparavant. Donc voilà, chacun en tout cas adapte son système par rapport aussi aux besoins du marché qui sont des animaux un peu plus rajeunis, des tailles de morceaux, comme tu l'as dit, moins importants et des rotations pour voilà, tout ce que tu viens d'exposer, Julien. Je donne la parole à Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Donc Sébastien Fayard, je suis exploitant dans l'Allier, à côté de Vichy. Historiquement, la ferme est en bio depuis 2005, en conversion depuis 2003. Moi, je suis installé depuis 2009. Comment dire, au début, on était sur une ferme typique du bassin bourbonnais, c'est-à-dire charolais, 80 vaches, système de broutard. On a fait des choix de changement dans l'exploitation qui ont été liés aux crises sanitaires, notamment la FCO. Donc, j'ai commencé à faire du bœuf, castration à l'élastique sur les veaux. Je ne fais pas de castration comme vous, l'usager. Je le fais directement dès le départ, enfin, dès les premiers mois du veau. Ce que je trouve bien de l'élastique, c'est que c'est très facile de mise en place. Et après, du coup, on a pas besoin de remanipuler les animaux plus tard. Le choix de filière a été fait là-dessus. Au départ, sur ma ferme, on faisait les engraissements des bœufs. Les bœufs, on les sortait pas avant 38 mois, avec des carcasses qui étaient assez lourdes, aux alentours de 450-500 kg de viande. Et d'un point de vue économique, le point de vue économique et puis le climat a fait que je me suis posé des questions
sur qu'est-ce que demain, comment demain ma ferme va être un peu plus résiliente. C'est un mot qui est un peu à la mode. Et résiliente dans le sens comment je vais faire pour encaisser les sécheresses. Je suis sur un bassin Val d'Allier. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, j'encourage les animaux depuis le 1er juillet. Et j'ai toujours pas arrêté d'alimenter tous les lots. Il y a des lots que je continue de nourrir, d'autres qui sont pour le pâturage. Je suis en pâturage pas dynamique, mais je suis en pâturage quand même plus. Mais voilà, le temps de refaire du stock, repartir sur des prix qui repartent de zéro, donc il faut du temps. Et donc voilà. Et donc du coup, là, moi j'ai remarqué, j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans les autres races. J'avais regardé l'Angus, des races un peu. J'ai été me promener aussi, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Nouvelle-Zélande, donc ça ouvre un peu l'esprit aussi. Et là-bas, l'Angus est très développé, avec d'autres races aussi, bien sûr. Euh, mais j'ai regardé un peu des races locales qui pouvaient être un peu adapté plus à mon système et je me suis tourné vers le braque. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des aubracs en cheptel de souche et que j'ai aussi des croisés parce que j'ai eu des taureaux au braque sur mes charolais. Et avec le temps, ce que j'ai observé, c'est que je suis passé de temps d'engraissement de 30 PDB de 36-38 mois, où maintenant, aujourd'hui, j'arrive à 30-32 mois. Donc j'ai gagné quasiment 6 mois 6 mois d'engraissement. Pour des carcasses, l'année dernière, j'étais à 380 kg en R+3 en moyenne. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Et j'espère aujourd'hui et demain pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais baissé pas mal mon capital de moulin à eau. Et aujourd'hui, j'arrive à réaugmenter. C'est-à-dire que en changeant de race, j'arrive à recharger un peu plus mon système tout en étant, comme vous faites vous, 100% autonome. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas d'achat de concentré. Il y a un peu de céréales qui est produite sur la ferme. Et après, le de fourrage et surtout optimiser au maximum quand il faut faire de la récolte de fourrage, faire un maximum de qualité avec les fourrages. Moi, je suis dans un système plutôt en silage et un petit peu d'enrobage. Mais quand on arrive à avoir beaucoup de matière sèche, soit sur pied ou, euh, ou bonne tête de qualité, on arrive à engraisser des animaux assez rapidement. Et l'aubrac a ça quand même je mets un petit peu les ferrasses quand même les ferrasses, c'est des carcasses qui sont un petit peu plus petites, les vaches qui sont un petit peu plus petites en gabarit, mais qui ont aussi quand même une certaine précocité dans l'état. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur cette trace-là. Mais demain, je me ferme pas l'esprit à travailler en 100% en vrac, voilà, le cheptel de souche. Mais je pense que essayer de pouvoir continuer de travailler sur le croisement, parce que je ne sais pas le quantifier, mais je pense qu'il y a l'effet d'hétérosis sur le croisement est important. Et on a les animaux croisés en F1 sont plus résistants, euh, ça booste leur génétique en fait, je pense. Je ne sais pas si ça pourrait être, mais c'est une recherche ce qu'il en est, mais c'est des choses qu'on peut regarder et observer un petit peu nous sur notre ferme. Et, il y a eu aussi le choix de croisement, je ne sais pas comment c'est sur vos fermes, parce que il y a beaucoup, dans la tête des fermes, il y a pas mal de fermes. Il y a aussi le changement de capital quand on fait ces choses-là. Et au jour d'aujourd'hui, on voit le prix des vaches, on arrive à des 7 euros du poids de carcasse. Quand on veut changer de race, ça fait quand même des gros mouvements de capitaux. Et il faut des fois se donner du temps, ce qui a été le cas avec moi. Voilà. Voilà, bah, merci pour ce témoignage. On peut prendre un temps de questions, s'il y a une question pour Sébastien, pour Aurélie, plutôt sur les approches filières, ou à Pierre, là, c'est par rapport à l'exposé. Voilà, on peut prendre un temps d'échange, si vous voulez. Pour revenir à l'expé de Torigny, est-ce qu'il y a des références pour les futurs Angus comparées aux croisés que vous avez Non, fait? non, il n'y en a pas.
Parce que du coup, par exemple, la marge ou le poids de carcasse, tout ça, est-ce que vous avez comparé par rapport aux pure limousine, mais est-ce que du coup, faire directement des Angus Ouais. Alors, la question intellectuellement, on pourrait se la poser. Euh, Torigné, donc, c'est une ferme qui travaille sur le territoire français au service de la profession. Il y a quand même un bel attachement aux races pures en France. Nous, ce qu'on publie sur le croisement, en fait, en termes de résultats, on dit que ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'il y a un très bon troupeau souche limousin. Et on veut plutôt arriver à valoriser, en fait, ce troupeau souche par l'intermédiaire du croisement. Donc, c'est plutôt cette clé d'entrée qui a été prise pour rester audible auprès de tout le monde et dans la dimension du territoire et en intégrant la diversité du territoire français. Donc voilà, donc non, c'est pas prévu de comparer avec de l'angus pur, pas du tout. Oui, bonjour. Donc, petite question par rapport à la protéine. Est-ce que des deux côtés, enfin, sur les deux sites, vous produisez un peu de céréales? J'ai entendu qu'il y avait pas fait le rôle tourné. Sur le Madalier, c'est de la céréale pure ou. Oui, c'est des céréales pures. Moi, sur la ferme, c'est du blé, grand épeautre, petit épeautre. Et par contre, j'ai gros dans les prairies temporaires qui sont dans ma rotation, c'est de la luzerne, basse luzerne. Et à Torigné, la protéine, elle vient par les fourrages à 99%. On mise que sur la protéine des fourrages. Donc à travers plutôt des modalités de récolte sous forme d'enrubanage pour aller chercher tôt et avoir des niveaux de SMAT. La récolte précoce pour. Voilà, c'est ça. Merci. J'avais une question, donc c'est Sébastien. Oui. Du coup, tu as fait un changement de race, du coup, tu as perdu en poids carcasse. Est-ce que tu as fait une approche plus globale de finalement, est-ce que tu arrives à produire plus d'animaux moins lourds et que économiquement, parce que bon, c'est quand même les poids à la fin qui font la paye, est-ce que tu arrives à peu près au même résultat économique que si tu. Non, ouais. Ce qui est donné dans leur. J'ai pas fait les mêmes calculs, mais moi je parle en chargement, j'étais à 1 quand j'étais en charolais. Et là, j'arrive à monter à quasiment 1,3 et au niveau, de façon générale, je garde mon autonomie. Donc, c'est-à-dire que j'achète toujours pas à l'extérieur. Donc, ma productivité hectare de viande, je l'ai améliorée. D'accord. Voilà, je me retrouve. Ce qui fait que j'ai quand même du coup l'augmentation du nombre d'animaux petit à petit. Ça, c'est un truc important pour Sébastien, c'est que l'UGB charolais n'équivaut pas à l'UGB Aubrac. Voilà, l'UGB, ça a ses limites dans les analyses. Parce qu'en gros, tu peux dire, voilà. Et du coup, tu as une question en plus pour la base similaire vidéo. Comment, enfin, est-ce que vous vous y retrouvez justement dans le fait d'abattre, enfin, d'acheter, de faire abattre des animaux plus légers, sachant que bah, c'est quand même, enfin, on a le meilleur rendement, enfin, plus moins on a d'animaux, plus la carcasse est grosse, techniquement, moins le coût de prestation vaut cher. Parce que les grilles sont faites comme ça actuellement. Est-ce que vous ne perdez pas au passage? Et pour aussi, enfin, une autre question, intégrez-vous un peu le persillé dans la notation, dans le paiement opposé de l'art. Je vais prendre un micro. Donc, la première question, en fait, on avait même, c'était une grosse problématique car les carcasses très lourdes, parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, les éleveurs, ils sont payés au poids. Et donc, nous, on avait même, ouais, c'était 10 ans, mais on a mis, non, je peux dire, il y a entre 5 et 8 ans, on a eu des pénalités de poids sur le grille. C'est-à-dire que passer certains poids, donc c'était dégressif pour essayer d'inciter justement à faire moins. Bon, après, la conjoncture a fait qu'on a dû faire sauter ces pénalités de poids. Donc, depuis toujours, non, nous, on est vraiment axé là-dessus parce qu'après, ça nous fait des morceaux, comme je disais tout à l'heure, à la marquette qui sont trop élevés. Donc, en fait, il n'y a pas de. Au niveau rendement, enfin voilà, nous, c'est un nombre dans les milieux, on fait, voilà, je l'ai pas dit, on fait 24 000 gros bovins par an. Ah, c'est à peu près 400 gros bovins abattus par semaine. On est plus au nombre d'animaux plutôt qu'un rendement de poids. Enfin, voilà. Donc, et après, on voit aussi pour nos courbes, enfin, nos analyses statistiques depuis plusieurs années aussi,
les éleveurs bio restent de mieux en mieux. Enfin, on a des témoignages aussi de partenaires abatteurs qu'on a eu encore récemment. On a visité la maison Figurinier à Révolution il y a encore 2 jours. Et Hervé Figurinier, donc historique, qui est maintenant juste là pour faire un peu piquer, qui partit à la retraite récemment. Il me disait, quand on a démarré le bio en 2008, on voyait les carcasses dans les frigos, elles étaient toutes. Enfin, ouais, on voyait vraiment les carcasses. Et là, maintenant, quand ils vont dans les frigos marquer les bêtes, bah, ils ne voient plus de différence entre une bête bio et une bête conventionnelle. Donc, ça montre aussi, voilà. Donc, il n'y a pas, en termes de rendement, voilà, pas de différence. Et sur notre persillé, alors, il y a quelques années aussi, on avait créé ce qu'on appelait la prime qualité bouchère. Donc, c'était un peu inspiré de ce qui se faisait sur la Haute-Pénin. À l'époque, on était cette évaluation-là, sur les critères de tendreté, persil, marbré. Et donc, on allait, voilà, en tout cas dans les frigos, marquer les animaux. Et donc, si on atteignait cette certaine. Enfin, on avait mis un critère, en fait, et si ça atteignait un certain niveau de tendreté, persil, marbré, il y avait une plus-value qui était donnée à l'époque donc, de 15 centimes. Et ça, pareil, et le problème de ça, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de marché de boucherie, enfin, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir après nous le réimpacter à la vente, quoi. C'est toujours ça le problème. Et là, avec l'évolution des prix depuis 2 ans, 2 ans et demi, bon, mais en tout cas, on avait travaillé dans ce sens-là parce que oui, il y avait vraiment une demande. Et puis même à une époque, donc nous, cette prime qualité bouchard, on l'accordait. Donc voilà, tous les bovins qui cochaient en à des cases, on avait défini avec les éleveurs de la commission filière bovine. Après, si nous, on n'avait pas le marché, j'ai envie de dire que c'était notre faute. Donc voilà, c'était aussi un financement filière, enfin, en tout cas un engagement voilà, de payer plus cher ces animaux de qualité, même si derrière, malheureusement, on ne pouvait pas forcément toujours réimpacter. Mais là, avec l'évolution des prix, ça me saute, c'est ça. Voilà. On n'a plus les moyens. On essaie juste de payer un petit peu plus cher que le conventionnel et c'était bien. D'autres questions? Juste pour profiter, quand on a toute une assemblée de jeunes, moi je suis responsable de la ferme bio de Torigny. Et je vous invite, chers étudiants, à vous informer. À aller sur les réseaux, on publie, nous, la ferme de Torigny, nos travaux de recherche, qui sont des fois un petit peu en dehors des modèles un peu courants, où on essaye d'aller chercher de la cohérence et de la résilience. Allez sur le site, à voir un peu ce qui se pratique pour vous demain, pour votre métier d'éleveur, ce que vous pouvez vous en inspirer. Voilà. Moi, je vous invite à vous ouvrir l'esprit sur ça. Parce que demain, alors 2 ans de tout. Moi, je suis encore jeune quand même, j'ai 48 ans. Et je me dis, demain, c'est vous. Voilà. Et demain, c'est vous. Donc, essayez d'inspirer à des choses, tester. Parce que moi, je suis issu d'une famille de sélectionneurs, de race Mélangeau. Et je croise depuis en même temps que Torigny. Et je n'aurais pas les valises du passé, je pense que je serais tout de suite en tout noir, en Angus. Quand je vois le climat, comment il va changer, comment il va évoluer, il va falloir s'adapter. Et des fois, on a des petits côtés un peu historiques. Et c'est la belle histoire aussi à raconter. Mais il faut aussi se trouver un peu de l'innovation et de la recherche. Parce qu'il va falloir s'adapter, et s'adapter, c'est du mouvement. Du mouvement, l'histoire, elle nous fait du bien parce que ça nous rappelle nos racines, mais il faut aussi pouvoir être en mouvement, regarder ce qui se fait. Et je vous invite à vous ouvrir l'esprit au maximum. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui devais conclure ou pas, mais ça va, Julien? Pour ça, c'est que la ferme une page Facebook, par LinkedIn aussi, mais vous n'êtes peut-être pas encore trop connecté là-dessus, avec pas mal d'illustrations vidéos de ce que vous faites, de ce que vous testez, et du coup, c'est bien pour s'imprégner de ce qui est fait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au réseau de Torigny. Merci. Pour l'information, donc ces conférences, elles sont incluses dans le cadre d'un principe de conférence sur l'agriculture bio qui s'appelle les 2 thémas. Et cet après-midi, on continue avec les résultats du programme de référence, qui va montrer des références techniques et économiques en ruminant bio et climatique.